J'ai pas le retour, mais attends. Ah oui. Vas-y. Bah, tiens, prends un retour. Enfin, est-ce que ça Wow, va pas faire les deux amoureux qui écoutent. Vraiment. les deux gens les plus chelous du monde, avec deux micros et un écouteur partagé. Ah là là. Bon. Ouais, c'est bien comme ça. T'as commandé? J'ai commandé, donc vous allez entendre un bruit de verre quand les verres vont se poser. Et deux deux bouteilles de champagne. Ouais. Bah, Magnum. C'est bien. Sur le compte d'Antonin. Ils ont dit pas de problème, on a l'habitude. Ah, moi, je mets mes invités bien. Hein. Je vois ça. Du coup, on reste comme ça avec cet écouteur, c'est très bien. Donc, bonjour à la foule d'auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Je suis avec Willy Brown. Willy, t'es partenaire chez Daphne, un fonds d'investissement assez récent et d'un genre un peu particulier dont tu vas nous parler. Salut Antonin, bonjour tout le monde. Et en fait, t'es un peu le mec aux 1000 carrières. C'est-à-dire que t'as commencé, t'as fait une business school à Toulouse. C'est ça. Ensuite, t'as bossé dans différentes boîtes, notamment à La Poste. Exactement. Et je suis un facteur. T'as organisé des startup week-ends à fond. T'es entré comme directeur général dans l'asso qui s'appelle la France Digital. Et t'as monté un fonds d'investissement qui investit dans des startups B2C. Exactement. Là, on reçoit nos coca. On reçoit les deux immenses bouteilles de champagne comme commandé. Ah oui, je viens de casser là. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que tout ça, c'était à la tienne? Est-ce que tout ça, c'était prévu quand t'étais... Donc, est-ce que le Willy d'il y a 10 ans se disait déjà, moi, j'aimerais bien devenir investisseur? Alors, ce qui est assez marrant finalement dans ma carrière professionnelle, c'est que j'ai eu un rapport au temps qui a beaucoup changé entre le moment où j'étais pré-études et même pendant les études et après les études. Et en fait, j'ai comme eu une sorte d'électrochoc vers la fin de mon école de commerce, où je me suis dit, je ne me suis jamais intéressé au monde professionnel et pas beaucoup au monde de l'économie de marché. À quoi tu t'intéressais alors? Écoute, j'ai toujours eu un lien très fort avec les romans et la littérature en général. Et entre ma période de littérature qui était enfant et fin d'adolescence, j'ai eu une grande période où je ne faisais que jouer. Aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, à Counter-Strike et Warcraft 3 en particulier. Les vrais jeux, quoi. Exactement. Les jeux des vrais. Très très bon résumé, Antonin. Je suis fier de toi. Ok. Et donc, éveil à la fin de ton école de commerce sur le monde professionnel. Ouais, donc mon niveau de jeu en réseau a décru très très rapidement. Ma bibliothèque s'est transportée, mais la poussière s'est installée sur tous les livres. Et globalement, je me suis dit, il serait grand temps que j'ai une ligne correcte sur ce CV. Et vu que de toute façon, je ne pouvais être payé pour faire tout cela, je me suis lancé en faisant plein de trucs gratuits, en ayant pour philosophie give to get. Et donc globalement, je voulais me faire plaisir et je voulais faire des trucs à la fois pour apprendre, à la fois pour montrer qu'il y avait une possibilité après avoir passé beaucoup de nuits à jouer aux jeux en réseau. Et donc j'ai commencé à faire des startup week-ends surtout et à écrire sur mes premiers blogs, dont le premier vrai sera brocoli.com, qui aujourd'hui est un désert puisque nous avons été hackés. Comment ça, vous avez été hackés? Comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à recevoir un ou deux tweets sur Hey Willy, t'as vu, cet article ne fonctionne pas. Et j'ai remarqué qu'en fait, ce n'était pas cet article, mais l'ensemble des articles. D'où ta réponse blasée aujourd'hui quand je te dis qu'un article ne marchait pas. Exactement, je me suis revu un an et demi en arrière, en mode parce que bien naturellement, donc on était deux sur Brocoli. Il y a Mathieu Dex, qui est aujourd'hui mon associé, et un des autres cofondateurs de Daphne, et qui, je pense, est encore plus incompétent que moi dans tout ce qui concerne le domaine technique, donc la gestion des serveurs, de ton MySQL et toutes ces choses bien agréables quand on n'y connaît rien. Et donc je savais que ça allait être pour ma pomme d'essayer de remettre tout ça, et vous vous en doutez, quand vous n'avez une connaissance technique que superficielle, les backups ne sont pas les choses que l'on fait le plus régulièrement. Donc le backup en plus j'avais un backup pour le coup, mais j'ai pas réussi à le réparer. Et quand on a réussi à remettre la base, en fait, on avait tout le CSS, tout le HTML de la landing, et voilà. D'accord. Quelle tristesse. Mais c'est dommage parce que c'est un blog que vous aviez depuis longtemps, depuis 4 ans, non? Ouais, 4 ans, et vous aviez beaucoup écrit. T'avais écrit peut-être 150 articles? Ouais, on dit bien, ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. C'est le science de la tristesse, hein. Ressentez-le. En tout cas, tu continues à écrire, notamment Exactement. Pour Daphne. Tu peux donc, du coup, t'es devenu
investisseur. Je suis devenu investisseur, ouais. Comment ça donc t'as organisé des startup week-ends et c'est un chemin qui s'est fait naturellement. Un jour tu t'es dit ok j'aimerais bien monter un fonds d'investissement ou tu fais des rencontres. Comment ça s'est passé? Ouais, je pense que si tu schématises finalement t'as des gens qui sont très stochastiques et qui laissent faire un peu le hasard et qui parient ou qui construisent leur chance. Et t'as des gens qui ont vraiment un objectif très déterminé, un peu à l'américaine, en disant c'est quoi mon plan de carrière à 8 ans, c'est quoi mes sous-plans de carrière, c'est quoi mes étapes. Alors Anthony Robbins. Ouais, exactement. Et moi, clairement, j'étais pas dans le camp de Tony Robbins, quoi. T'étais dans la sérendipité. Ouais, globalement, j'avais pas vraiment d'objectif et je voulais surtout me faire plaisir. Et en fait, le hasard ou le goût a fait que les jeux en réseau m'avaient donné et aussi ma proximité avec mon frère qui lui s'est développé a fait que j'étais assez proche de l'informatique et quand je commençais à me dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai rapidement vu qu'il y avait une énergie qui était assez incroyable dans tout ce qui concernait les startups et c'était il y a 7 ans à peu près. Donc c'était en France, c'était quand même c'était pas non plus le truc le plus booming ever. Surtout à Toulouse. Surtout, alors j'étais à Toulouse déjà. Ouais, j'étais à Toulouse et donc ouais, à Toulouse finalement il y a quelques trucs qui avaient émergé. Il y avait une grande asso qui s'appelle la Mêlée Numérique qui existe encore, mais c'était pas les startups telles qu'on les considère aujourd'hui avec des chemins très structurés. Mais globalement, je suis il y a une énergie qui est folle et il y a des gens qui sont exceptionnels et il y a un truc aussi que je trouvais vraiment intéressant, c'est t'as des gens qui avaient un peu plus de densité que certaines personnes que je rencontrais dans des grands groupes, qui finalement étaient vachement concentrés sur leur business et qui pensaient beaucoup à leur business, mais qui m'emportaient pas dans des histoires, dans des passions, dans d'autres choses. Et finalement, je trouvais que c'est comme si ça séchait un peu à mesure. Et finalement, ça devenait des brutes opérationnelles ou stratégiques dans leur métier, mais il manquait un peu cette couche de passion ou de passion, le petit truc en plus. Là. Mais parce que toi, t'avais été aussi abreuvé à la lecture des bouquins américains, non? Ouais. En gros, concrètement, je n'ai à peu près aucune compétence professionnelle. Ce que tout le monde se dit en sortant d'école, non? Ouais, sûrement, mais moi vraiment, j'avais vraiment fait aucun stage. J'avais vraiment rien fait, quoi. Et mes parents, j'ai une famille de militaires de génération en génération. Donc vraiment, le monde de l'entreprise, pour moi, c'était vraiment un truc, j'en étais loin. Et donc je me suis dit on va arrêter de lire un peu de Balzac et d'Hemingway et on va essayer de lire des trucs qui pourront me servir pour faire semblant de connaître un peu ce monde. Et c'est quoi les trucs qui t'ont vraiment alors marqué au départ, les bouquins où Moi je me souviens d'avoir lu quand j'étais à San Francisco, d'avoir lu Never Eat Alone. Ouais. Et je m'étais dit maintenant quand je le relis, je me dis bon, mais c'est vrai qu'à l'époque quand je l'ai lu, je me suis dit que j'avais vraiment rien compris à rien et qu'il fallait que je sorte mon nez de chez moi et que je commence à rencontrer des gens. Et j'ai eu des bouquins comme ça avec des petits déclics, tu vois. Ouais, je pense que alors Never Eat Alone, moi ce que j'avais adoré ce bouquin aussi. Ouais. Et je m'étais quand même dit ce mec est un malade mental parce que vraiment il t'explique qu'il est en train d'envoyer 150 textos dans l'avion avant et d'arriver à une destination et qu'il faut que ta journée soit des slots de 15 minutes où tu rencontres l'ensemble de la Terre entière. En plus, je sais pas si tous les conseils sont bons parce qu'il y a pas mal de fois où il écrit "Hey, what's up" à quelqu'un, tu sais, vraiment, et en fait c'est trop chiant, quoi. Le pur spam. Mais après je pense que le mec aussi a écrit le truc ou a été dans une position où il était dans un monde où l'abondance d'informations était un peu moins forte qu'aujourd'hui et je pense que ça marchait en tous les cas mieux à son époque enfin même si le livre est pas si vieux que ça hein, mais il doit avoir 10 ans 15 10 ans. Donc je pense que aujourd'hui c'est vraiment une cata, quoi. Le mec qui fait WhatsApp dans un mail, mais waouh. Ou dans un texto. Donc les livres fondateurs. Ouais. De Willy. Je pense que le livre fondateur en non-fiction de ma période, il faut que je découvre le monde de l'entreprise. Je pense que la plus grosse relation, c'était Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, ouais. Où je me suis dit, ok, ça c'est un livre qui est vraiment intelligent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est j'avais lu Getting Things Done de Allen pas longtemps avant. Que j'ai lu il y a 3 jours.
J'ai essayé de le mettre en place, Ouais. mais Voilà. Et en fait, je connais personne qui a réussi à mettre en place ce bouquin. C'est trop- c'est Si un infernal. auditeur a réussi, franchement, pinguez-nous. Moi, c'est @willybron, tout attaché, W2LYBRAUN. En plus, je suis vraiment du genre à acheter tout le matériel Ah ouais, d'accord. pour Ah ouais, ouais. essayer de le mettre en place et à faire merde. Et du Donc, coup, je me suis fait un petit donc, Trello. t'as quand même. 14 trucs pour étiqueter tous tes classeurs et 150 classeurs avec les autres Je sais trucs. que plus personne n'utilise des classeurs, donc. En plus, ouais. Ouais, donc t'avais lu Getting Things Done. Donc j'avais lu Getting Things Done. Et je m'étais dit, ok, ça, clairement, pour moi, ça marchera jamais. Et en fait, la promesse de Tim Ferriss, c'était des productivity hacks. Et en fait, finalement, c'est une sorte de prolongation et à mon sens un peu plus intelligente que Getting Things Done. Et en fait, le noyau du bouquin, c'est dire comment tu trouves des effets de levier, comment tu automatises, comment tu Comment tu te sers du tiers-monde aussi. comment tu te sers du tiers-monde aussi. Bah en fait, c'est vraiment dans les effets de levier, clairement un Indien est un levier pour Tim Ferriss. mais en gros, c'est comment globalement tu augmentes ta productivité, ce qui est un truc très américain, très peu étonnant, mais au moment où il l'a écrit, c'était bienvenu parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup de bouquins qui écrivaient ça intelligemment et lui, c'était assez pratique, il y avait quand même un peu de principe derrière, c'est vraiment bien. Enfin, Qu'est-ce que tu t'es mis à appliquer alors? Ou est-ce que ça a juste changé ta vision? Est-ce que t'as mis des trucs en application? Alors, je me souviens que le premier truc que j'avais appliqué rapidement post ce bouquin Tim Ferriss, il en a fait 3, c'était de lire mes mails en batch. Et ça avait eu pas mal ça a eu une bonne. Donc lire tes mails 1 fois, 2 fois par jour. Ouais, j'étais moins radical que lui, mais genre Parce que lui, il a carrément une réponse automatique qui dit aux gens, je ne réponds pas à vos mails. Exactement. Presque avec, tu peux sign up pour sa newsletter en bas du mail. Enfin, tout est un peu. Je pense que j'avais ça en gros, jamais plus d'une fois par heure. J'avais aussi, j'avais désactivé mon répondeur téléphonique à l'époque. Et rien que ça me donnait une grande qualité d'avancer, mais en même temps, j'étais beaucoup moins sollicité que je le suis aujourd'hui. Donc c'était aussi surtout, je pense, un kiff de ressenti perso en me disant, ouais, je suis trop un businessman aujourd'hui, quoi. Je pense que souvent, le problème de ces bouquins, c'est que souvent on les lit et on n'essaye pas les hacks. Et donc c'est un peu difficile de savoir si on a vraiment augmenté sa productivité ou si ça a vraiment eu un impact. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est dès que je lis un bouquin, j'essaie de le mettre en place avec succès ou pas, quoi. Comme avec Getting Things Done, mais Parfois, ça coûte cher. ouais. Et puis surtout, Getting Things Done, j'ai passé la journée à faire des choses que je devais pas faire, c'est-à-dire mettre en place des étiquettes, des classeurs. Finalement, j'ai rien fait du tout, quoi. Donc, c'est l'inverse. Et donc, tu t'es mis à t'intéresser au monde de l'entreprise, à lire des bouquins, parce que ton premier job, du coup, c'était à la Poste. Exactement. Mon premier job, c'était un excellent choix que j'avais fait à l'encontre de très nombreux conseils de gens autour de moi, dont certains que j'admirais pas mal, qui me disaient, je ne suis pas sûr que tu apprendras énormément dans ce job et clairement ça ne t'ouvrira pas forcément d'immenses opportunités. Et c'était un job que je faisais en alternance qui m'a permis de payer ça devait être 7 000 et 8 000 euros l'année, donc j'ai déjà économisé 15 000 et ensuite en alternance c'était payé chaque mois. Donc je devais être payé entre 1004 et 1005 par mois sans payer mon école, donc ça me donnait un confort économique assez génial à l'époque. Et en fait, ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, en fait, l'équipe était bien, j'étais en fait dans l'agence de communication interne du groupe. J'étais en relation presse et Donc, tes débuts dans le marketing. alors en fait, ouais, c'était marrant. En fait, le recrutement s'est fait en fait, la directrice globalement m'a dit y a rien sur ton CV, mais t'es assez agréable. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est tu t'es vachement intéressé à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à l'approche systémique, à Palo Alto. Et je connais les jeunes en général, ils ont plus d'expérience et ils ont moins lu. Non, mais quand est-ce que t'étais allé à Palo Alto? Alors je suis pas allé à Palo Alto. J'étais à l'époque passionné par un courant de psychologie positive qui s'appelle l'école de Palo Alto et qui est une école en gros, c'est de l'intervention stratégique en thérapie brève, donc qui est incarné par Václavic, qui a créé un bouquin qui est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un des bouquins qui m'avait le plus touché, beaucoup plus que Tim Ferriss, mais qui était beaucoup moins business, qui était une logique de la communication, je crois. Et il explique en gros les fondements théoriques de sa pratique psychologique et ses fondements mathématiques qui sont vraiment incroyables et de théorie des groupes. Et ça a été incroyable. Et donc, en gros, c'est ce qui a fait que j'ai eu ce job malgré moi, enfin, malgré tous
tous mes travers et mes retards. C'était le CV sur lequel tu marquais que t'aimais bien faire du skateboard, que t'aimais bien aller au cinéma. Ouais, malheureusement, vu que je jouais, je faisais même pas de skateboard, quoi. Donc, non, mon CV était vraiment très vide. Hein. Et non, je misais tout sur la lettre de motivation. Vraiment, je disais, voici ma lettre de motivation en pièce jointe, entre parenthèses et mon CV. Et donc j'ai été embauché dans cette agence. Et ils se sont dit, par contre, vu que t'es geek, parce que bon, j'essayais de dire que je maîtrisais les outils du type Word et Excel, waouh. Non. Ce que tout le monde fait. Non, mais je mettais deux, trois autres trucs. J'essayais de mettre les exotismes que tout gamer utilise, genre TeamSpeak, IRC à l'époque, ICQ, des choses qui, pour ceux qui n'avaient aucune culture numérique à l'époque, tu te disais ce mec-là, ça doit être un développeur incroyable ou un admin système, même si sans savoir forcément ce que c'est. Et ils se sont dit bah tiens, et nous, en fait, on est aussi intéressé par un truc, c'est donc tu vas faire des relations presse classiques, on va te former là-dessus. Mais ce que tu vas faire à côté, c'est que en fait le média est vachement en train de bouger, à la fois sur les business models numériques avec l'apparition de pure player et avec la prise de parole des journalistes sur les réseaux sociaux et le sourcing des journalistes sur Twitter. Et donc je veux bien que tu nous nourrisses là-dessus, genre quels sont les journalistes intéressants, qu'est-ce qu'il faut suivre, quels sont les. Et en fait dans mon taf j'avais vraiment une partie qui était sur une sorte de veille et de compréhension et de partage sur le numérique et les réseaux sociaux, côté journalisme et médias, enfin côté journaliste et médias, et de l'autre côté les métiers classiques du DRP. Qui t'a permis finalement de rattraper assez rapidement le retard que tu avais à ce niveau-là, peut-être, non? Ouais, bah en fait, ça m'a donné. Ouais, bah en fait, ce qui était génial, c'est que c'était à l'époque, enfin c'était, je sais pas, c'était en 2008, un truc comme ça. Et c'était le début en plus. Ouais, c'était Twitter, c'était un peu le début. En fait, je prenais la parole tout le temps. C'est pour ça que t'as autant de followers sur Twitter. Ouais, c'est clairement pour ça. En fait, je prenais beaucoup la parole sur Twitter. Il y avait pas beaucoup de monde, et donc en fait, on était tous potes avec les gens qui étaient les mecs accros à Twitter. Et en fait, ouais, c'est comme ça que j'ai chopé pas mal de followers et que je me suis mis à ça et que j'ai pris le goût pour ça. Donc les points se connectent un peu par hasard. Et du coup, en fait, après, tu t'es vachement focalisé sur le marketing. Ouais, en fait, en parallèle de ça, donc j'étais en école de commerce en alternance. Et à côté, en fait, je lisais TechCrunch. Et j'avais vu un article passer sur Startup Weekend. C'est vraiment les tout premiers Startup Weekend. Et j'avais dit, putain, c'est génial ce truc. J'ai trop envie de le faire. Et j'ai envoyé un mail à la team qui était à Seattle en disant je veux trop faire ça en France parce que c'était genre un des premiers à New York, enfin non, c'était parmi c'était dans les 10 premiers aux US. Et donc Franck Nouriga, qui était un Français qui était dans la team Startup Weekend Global à Seattle, me fait bah c'est de la bombe parce qu'on fait bientôt sur HEC et il y a un mec qui s'en occupe qui s'appelle Sacha Bostoni, qui aujourd'hui est le CEO de Jimmy Fairley, qui a monté l'assaut, bah si tu veux viens, et comme ça tu pourrais en organiser un à Toulouse. Je sais pas, génial, go for it. Donc c'est marrant parce que tu avais déjà un peu cette capacité à contacter les gens que tu connaissais pas. J'avais lu Never Eat Alone, quoi. Ouais, voilà. J'avais lu Influence, How to Talk to Anyone. Et ouais, je pense que j'étais pas timide aussi. Et l'avantage d'internet, c'est que t'as quand même autant quand je devais appeler un rédac chef, j'étais pas au sommet de ma confiance personnelle, autant quand je devais envoyer un article à un mec qui faisait un mail, ça passait plus facilement. Et donc ouais, donc je lui demande ça et il me fait ouais, bah génial, viens. Donc je viens, je découvre Sacha, je découvre le principe, c'est la réalité aussi belle que la promesse, c'est génial, il y a plein d'énergie, il y avait plein de mecs à l'époque de Google, de McKinsey, c'était vraiment le début et ça tirait beaucoup de talents, beaucoup de trucs intéressants. Moi, je me rendais pas compte que une appli mobile pour trouver la bière la moins chère autour de chez toi, c'était pas forcément une bonne idée. Je trouvais ça génial et que je trouvais que toutes les startups présentées étaient géniales globalement. Et on s'est ce qui est pas le cas maintenant. Ouais, ce qui est vraiment pas le cas maintenant. Ouais. Et en fait, ben tu verras, je pense que vite. Et donc en fait, on était 4 finalement qui voulions organiser toujours plus de startup week-end. En gros, il y avait Cyril Dorzas qui avait créé Beansight à la première saison du camping, et Clément Casalo qui a créé Dog Tracker, qui est maintenant aux US et qui a rendu sa boîte. On a cofondé l'asso Startup Weekend France, et notre mission c'était d'en faire chacun dans notre ville, mais aussi de recruter des facilitateurs locaux, donc qui ouvrent de nouvelles villes. Et en fait, à l'époque, ouvrir un Startup Weekend, c'était quand même beaucoup d'énergie, parce qu'il fallait limite exiger ce qu'était une startup, et il fallait trouver des devs qui avaient envie de faire ça, des designers qui avaient envie de faire ça, des marketeurs ou des mecs bizdev qui avaient envie de faire ça, des porteurs de projets. Et donc on est parti un peu en croisade là-dessus, et en fait, bah moi j'en ai organisé pas mal et j'en ai facilité beaucoup, et je pense que j'ai dû faire, je sais pas moi, une trentaine de Startup Weekend après. Et ce qui est fou dans un Startup Weekend, c'est que tu te rends compte que t'as des patterns d'idées qui sont, enfin, en fait,
souvent, vu qu'il y avait quand même il y avait déjà l'émergence de trouver un problème concret auquel vous avez été auquel vous avez été confronté. Donc concrètement, il y a quand même beaucoup de jeunes, et les problèmes des jeunes plutôt aisés, plutôt éduqués, en fait, étaient à peu près toujours les mêmes. C'était du dating, c'était trouver les bars pas chers, c'était trouver des idées de sortie, c'était se faire amener des objets, c'était déménager, c'était trouver un studio étudiant, et c'était trouver un job pour faire du babysitting, pour trouver des gens pour garder ses déjà animaux beaucoup de compagnie. mise en relation en fait, non? Ouais, en plus c'était l'émergence des réseaux sociaux et le début du hype des applis mobiles. Et donc en fait, c'était vraiment tous les use cases des jeunes qui étaient appliqués de toutes les façons possibles, et en fait, tu faisais 1, 2, 3, 4, 5, et en fait tu disais waouh, en fait celle-là j'ai déjà écouté genre les 4 derniers trucs, et tu fais ah ouais, tu commences un peu à comprendre ce que c'est la concurrence, tu commences un peu à comprendre qu'une idée évidente c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Ouais, et en fait il y a des cycles d'idées, non? Ouais, carrément. Bah en fait, ce qui est vachement là, et en sautant des étapes, c'est un peu ce qu'on se dit nous chez Daphne, dans la société de gestion qu'on a créée. C'est en fait, quand tu crées un fonds d'investissement, tu vas donc voir des investisseurs. En fait, tu investis une partie de ton argent, mais globalement, c'est beaucoup de l'argent d'autres personnes. Tu as 3 types d'investisseurs. Tu as des investisseurs institutionnels, qui sont des banques d'assurance. Tu as des investisseurs ou des caisses de retraite, des fonds de pension. Tu as des corporates, des grands groupes, ou des ETI. Et t'as des privés, souvent des anciens entrepreneurs ou des avocats, des cadres de grands groupes. Et en fait, tu leur vends en fait l'équivalent d'un business plan pour un fonds, ça s'appelle un PPM. Et en fait, tu leur vends une thèse d'investissement qui est à la fois ta vision du monde, à la fois une présentation des gros trends, mais aussi de quoi là où va se créer la valeur, et pourquoi toi t'es pertinent pour la capter, en trouvant les bons projets, en comprenant lesquels sont les bons, et en étant dans des deals. En fait, quand tu montes un fonds, tu pitches ta startup, en gros. Complètement. En fait, il y a un miroir total entre la startup face au VC et le VC face à nous, ce qu'on appelle le LP, donc l'investisseur du VC. Et en fait, la plupart des fonds de capital risque, leur thèse d'investissement, en fait, finalement, ils essaient de reprendre les grands trends technologiques du moment. Et donc, typiquement, la VR. Ouais, aujourd'hui, ce serait la VR, ce serait l'intelligence artificielle, ce serait les drones. Les freelances. Et après, ça pourrait être les freelances, ça pourrait être le DevOps, ça pourrait être pas mal de trucs. Et nous, en fait, ce qu'on a dit, le problème, c'est que ce genre de trend, en gros, il change à peu près entre tous les 3-5 ans. Et un fonds, ça dure 10 ans. Et ta période d'invest, elle dure 5 ans, donc elle est au moins à mi-chemin sur deux gros trends. En fait, on s'est dit, c'est pas forcément le plus pertinent de pitcher un trend technologique actuel, parce qu'en fait, ce sera sûrement pas ce que tu vas faire, et autant essayer d'être le plus proche possible de réellement ce que tu veux faire et ce que tu vas faire. Et donc nous, on n'a pas du tout pris cette angle. Et quelle est l'angle que vous avez pris alors? Et l'angle qu'on a pris, c'est nous, on a dit, c'est l'économie des startups, c'est une économie mondiale où il y a pas un winner takes all, mais il y a un winner takes most, on va dire. Et les startups sont internationales, les frontières se brouillent. Et globalement, il y aura l'émergence de leaders. Et toi, ton job quand t'es VC, c'est de trouver le leader d'une sous-catégorie qui va arriver, qui est souvent soutenu par une technologie, mais pas que. Ça peut être un usage, ça peut être. Enfin, si tu regardes Blablacar, finalement, technologiquement, il y a pas un grand fossé qui a été franchi. Et nous, ce qu'on a dit en fait, c'est si tu veux trouver des leaders et que t'investis, donc nous on investit en Europe, en fait, tu dois te dire quels sont les avantages concurrentiels mondiaux des boîtes qui émergent en Europe. Et notre réponse, c'est que finalement, tu as un ADN européen. Et cet ADN européen, en fait, c'est un mélange de traditions économiques et institutionnelles, c'est-à-dire l'institution vraiment considérée comme l'école, les habitudes, l'ensemble des savoir-faire. Et aussi des influences culturelles, genre par exemple quel est ton rapport, je sais pas moi, au luxe, quel est ton rapport à l'argent, quel est ton rapport au succès, quel est ton rapport au travail. Et en fait, si tu compares les États-Unis et l'Europe, les ADN sont assez différents. Et donc nous, notre pari, c'est que les boîtes qui seront des champions mondiaux seront différents, et celles qui correspondent à l'ADN européen viendront d'Europe.
Là, c'est le moment où je bloque. Là, c'est le moment où il se dit, mais quelle thèse géniale, peut-on encore investir? C'est le moment où je me dis, est-ce que j'ai vraiment tout compris à son ADN européen? Ah, Et du coup, j'ai vu que vous faisiez les choses un peu... Enfin, Daphne, c'est un peu on a l'impression du fonds d'investissement à la cool, un peu. En façon start-up, quoi. Ouais, parce que finalement, en fait, si tu regardes un peu conceptuellement ce qu'est un fonds de capital risque, c'est un intermédiaire. Et c'est plus précisément, c'est une plateforme à deux entrées. Et t'as une entrée, c'est tes investisseurs, et t'as une entrée, c'est les startups. Et en fait, moi, quand j'étais pas passé de l'autre côté de la barrière, donc je dis pas que c'était l'empire côté venture, mais je me rendais compte que quand ils parlaient de leurs clients, ils parlaient vraiment des LP. Et en fait, que la plateforme à deux entrées, elle était quand même plutôt orientée pour eux, côté de leurs investisseurs. Et ce qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, quand tu regardes, quand tu essaies de comprendre des dynamiques individuelles ou organisationnelles, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder les incentives et regarder les modèles économiques. Et bah, finalement, les fonds de capital risque aujourd'hui mangent parce que tu as des investisseurs qui leur ont confié de l'argent. Ils se payent sur leur commission. Et donc clairement, leurs clients de base, la raison de leur existence, enfin ou la condition de leur existence précisément, c'est les investisseurs. Et ensuite, la raison de leur existence, c'est de trouver des bonnes startups. Mais en fait, c'était séquencé ou c'est hiérarchisé dans cet ordre. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait les capitaux deviennent de plus en plus une commodité parce que les gens ont compris que le non-coté, donc les startups, créent une valeur incroyable et sont en phase dans beaucoup de pans économiques de remplacer les géants. Et que le vrai enjeu, il était du côté des startups. Et donc il fallait pas adopter les règles de nos clients investisseurs en allant dans le 8e, en étant très institutionnel, très sérieux, en montrant que nous on savait aussi porter des cravates Hermès en parlant de. T'aimes bien les cravates en plus? Moi j'adore les cravates. En plus, ça c'est ma grande schizophrénie personnelle. C'est avant j'étais plutôt côté entrepreneur et j'avais une cravate et c'était cool, puis ça me différenciait. C'était lunettes jaunes de Seth Godin. Et maintenant, malheureusement, vu que j'adore les cravates, je suis en cravate, mais il y a plein de gens qui sont autour de moi qui ont des cravates et les gens disent, ouais, toi, t'es un banquier parce que t'as une cravate. Et je dis, non, ouais, c'est juste que j'aime ça. Ouais. Et vous avez décidé de vous positionner early stage et B2C plutôt. Est-ce que c'est un positionnement, qui traduit un peu de votre intérêt et de votre passion, ou est-ce que c'est stratégique, en fait? Alors c'est stratégique parce que c'est voulu et c'est rationnellement cohérent. Pourquoi? Parce que quand tu es sur une startup, d'un point de vue financier, ce que tu vas regarder, c'est une espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique, c'est une probabilité de gain fois un montant. Et en fait, la probabilité de gain, plus t'es early stage, plus elle est faible, mais plus le montant est élevé parce que le différentiel entre la valorisation dans laquelle tu vas rentrer et dans laquelle elle va sortir va être immense. Si tu rentres dans une boîte en la valorisant 6 millions et qu'elle sort à 70 milliards, bah le gain il est incroyable. Donc même si t'as pas beaucoup de chance, c'est assez cool d'essayer ça. Et tu peux faire des gains incroyables si t'arrives à en trouver des biens. Et en fait, quand le métier de capital risque, c'est un métier aussi de gestion de portefeuille. Et en fait, dans un portefeuille d'une vingtaine de startups, tu vas avoir une ou deux startups qu'on va appeler des fund returners. Et donc, qui font 10 fois, c'est ça? Ouais, qui vont assurer globalement, qui vont assurer quasiment toute la rentabilité de ton fonds. Et donc, ton enjeu, c'est vraiment une économie blockbuster. Il y a un livre incroyable d'Anita Albers qui est prof à Harvard, qui a écrit Blockbuster. Et qui compare les économies, de la musique, du ciné, de l'édition et des startups. Et en fait, elle montre que, en fait, c'est exactement la même dynamique. C'est à quelques hits qui font toute la rentabilité. Et que pour maximiser ses gains, en réalité, il faut que chaque pari soit un hit potentiel. Et en fait, un des grands travers du capital risque, enfin, de mon sens, hein, c'est, Tu veux dire ce que les autres font mal? Ce que d'autres font mal, ouais. C'est, c'est très compréhensif, en fait. T'as tendance à te dire, quand tu commences à voir, en fait, t'as tendance par réflexe à vouloir diversifier un peu ton risque. Donc t'as tendance à te dire, ok, je fais quelques paris qui sont un peu fous, où tu te dis cette boîte, ça peut devenir un géant mondial, mais la probabilité qu'elle réussisse, elle est assez faible. Donc vraiment, tu te dis, je suis plutôt en train de paumer le truc, mais si le miracle arrive, c'est vraiment de la bombe. Et donc tu te dis, quand tu commences à en faire beaucoup, tu dis, il faudrait quand même qu'il y ait quelques boîtes qui marchent, et tu commences à avoir des boîtes qui sont plus sûres. Donc tu commences à regarder des boîtes qui
commencent à avoir un peu de, tu vois, du SaaS, qui commence à avoir un peu de monthly revenue, de recurring revenue, que tu peux commencer à modéliser un peu plus facilement et tout. Et tu dis, au moins, je m'assure un peu une perf, tu vois, ou quand tu commences à avoir une bonne boîte, tu dis, bah tiens, je vais plutôt faire des boîtes qui vont m'ajouter un peu de perf à tout ça, parce qu'ils vont faire un x1.5, un x2, un x2.5. Et donc ça, c'est la mauvaise stratégie, selon toi? Et donc, selon Anita Albers, en tous les cas, pour elle, c'est la mauvaise stratégie. Pour elle, ce qu'il faut que tu fasses dans une économie blockbuster, et elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle a publié pas mal de papiers dessus qui sont vraiment intéressants. Il faut que chacun de tes bets soit des paris qui puissent être un hit. Même le dernier. En gros, t'as fait 19 investissements qui sont tous complètement plantés, bah tu dois encore faire all-in au dernier, quoi. Ce qui n'est clairement pas ce que tu vas faire au poker. Bah, ce qui fait assez peur, parce que toi-même, tu le dis dans les articles que t'écris, vous vous trompez quand même la plupart du temps. Ah ouais, puisque personne n'arrive à prédire l'avenir et qu'en fait, 84%, 85% c'est de l'échec. Puis même, il y a 90% des startups qui échouent, en fait. Ah ouais, en fait, t'as deux types d'erreurs quand t'es un capital risqueur. C'est t'as des faux positifs. T'investis dans une startup et finalement elle marche pas. Donc ça, c'est ce qui fait que dans ton portefeuille de 20 boîtes, t'as 19 boîtes qui marchent pas très bien. Et c'est ce que tout le monde voit. C'est le truc visible de l'iceberg. Mais en fait, t'as aussi des faux négatifs. C'est toutes les boîtes que tu refuses et qui en fait font des succès colossaux. Et c'est ce les wall of shame un peu. Ouais, c'est des anti-portfolios. C'est ça. C'est ce qui va driver beaucoup l'industrie du capital risque sans forcément l'annoncer publiquement et trop en parler face aux startups. C'est ce fear of missing out. C'est la peur de louper un bon deal. Et c'est ce qui va faire que dans les dynamiques de levée de fonds, il y a une grosse tentative et très très légitime de la part des startups de dire mon tour est sursouscrit. Et il y a rapidement des comportements moutonnés qui peuvent s'installer côté investisseur en disant attends, mais si tout le monde adore et si tout le monde a envie de mettre, est-ce que je suis pas en train de louper un truc énorme? Et c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment dont il parle beaucoup dans la Silicon Valley, ce comportement de fear of missing out. Et notamment, il y a ce gros débat sur est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il n'y a pas une bulle au niveau des startups. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, ce débat, il est pas récent au sein des capitaux risqueurs. Parce que clairement, c'est un truc qui existe depuis le début de l'investissement dans les startups. Mais en fait, là où il est particulièrement prégnant, c'est que les boîtes se mettent de plus en plus à ce côté. Donc avant, ça devait être entre 7 et 8 ans en général, une boîte entre le moment où elle faisait un premier tour de table, un amorçage, et le moment où elle sortait. Donc soit elle faisait racheter, soit elle faisait une entrée en bourse. Soit elle faisait racheter par un très très gros fonds, un fonds de grosse. Et maintenant, c'est supérieur à 11 ans. Enfin, c'est à peu près 11 ans. Et c'est ce qui explique qu'on a des Airbnb ou des Uber qui peuvent atteindre des variations qui sont supérieures à 70 milliards. Et donc, typiquement, quand tu commences à avoir une ruée vers l'or, vers un Uber qui est valorisé 70 milliards, bah, si Uber, demain, il se prenait une grosse gamelle et qu'il voulait rentrer en bourse et qu'il rentrait en bourse à 50 milliards, sauf que toi, t'as fait un investissement de 500 millions, ça fait vraiment mal. Et donc, c'est là où le fear of missing out, il est particulièrement prégnant parce que quand tu rentres à des valorisations élevées, bah, faire des paris à des grosses valos, c'est compliqué. Et d'un point de vue conjoncturel, si tu sors de la Silicon Valley, moi, une partie de mes convictions, c'est qu'on entre dans une ère où les startup lean vont continuer, toutes les startups qui sont sur du web, sur les réseaux sociaux, sur du mobile. Mais t'as une nouvelle émergence en parallèle de startups qui sont beaucoup plus capital intensive, qu'on a commencé à voir poindre avec le hardware et qui va vraiment se développer avec tout ce qui est deep learning. Et en fait, et aussi avec la convergence d'industries, typiquement, on va voir beaucoup de boîtes, je sais pas, qui vont par exemple s'installer, qui vont être à la confluence entre la santé, on va dire, et le numérique, et qui vont avoir des équipes qui ont travaillé sur du hardware, des équipes qui ont travaillé sur du software embarqué, sur de l'applicatif, sur de l'algo offline, online. Et en fait, on va vite avoir des équipes qui sont très grosses, qui demandent des talents et donc qui coûtent très très cher. Et c'est plus des paris en mode, c'est un petit sprint. En 6 mois, on met 100 000 et on voit ce que les mecs ont et on voit s'ils ont de l'attraction. Ok. Et comment vous décidez de ne pas investir, vous, dans une startup? Qu'est-ce qui fait? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de dossiers, que votre job, c'est principalement de trier les dossiers. À quel moment vous vous dites, non, ça, on n'investit pas? Alors, un fonds français de bonne réputation, il reçoit entre 1000 et 2500 dossiers, on va dire, par an. Tu peux en recevoir plus si tu élargis
ton scope d'investissement, si par exemple tu investis en Europe. Et en fait, ne pas investir, c'est vraiment simple. En fait, trouver ce qu'il y a pas dans une jeune boîte. Enfin, si tu n'y arrives pas, c'est que clairement tu n'as pas une très bonne vision. Et donc les raisons de douter, les raisons de ne pas faire sont nombreuses. Ce qui est dur, c'est d'une part prendre un pari en ayant conscience de tout ce qui va pas aujourd'hui à date, en disant tout ça, on peut le résoudre. Enfin, l'entrepreneur avec un petit peu de notre aide peut le résoudre. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait de ne pas investir dans une startup. Comment pas investir dans une startup. Et donc je disais, il y a beaucoup de raisons de pas le faire. Ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on essaie de changer le rapport entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et typiquement, en fait, quand tu regardes le rapport de force, le rapport au temps, a toujours été en faveur de l'investisseur parce que l'entrepreneur a besoin de son argent. Et nous, dans le prolongement de ce que je te dis, c'est on se dit que les capitaux sont de plus en plus une commodité et que toi, ton job, c'est de te faire choisir par les très bons entrepreneurs et donc le rapport de force change. Donc tu t'adaptes à la fois aux cultures, au code. T'es dans le sentier, t'es pas dans le 8e, mais aussi t'arrives à l'heure au meeting, t'es plutôt bienveillant que t'es plutôt dehors de leçon. Et ça, c'est aussi un truc qui est compliqué, c'est comment tu fais pour garder beaucoup de bienveillance tout en passant son temps à 99,9% des boîtes qu'on va croiser, on va leur dire non. Mais on va leur dire non, mais clairement ta boîte, elle peut faire un carton de ouf. Ça peut être une raison parce que c'est en dehors de la thèse d'investissement, ça marche pas par rapport à notre gestion de portefeuille parce qu'on a une boîte qui pourrait être concurrente. Ou même simplement on voit pas le pari, mais on pense et franchement on espère qu'on a tort, quoi. On espère parce qu'on voit énormément d'équipes qui sont incroyables et on prend la décision de pas investir, mais on souhaite vraiment que ça marche vraiment très bien pour eux. Et souvent il y a beaucoup de boîtes que tu investis ou t'investis pas et qui marchent super bien. Et il y a une dernière raison, c'est il y a des startups qui, en fait, nous typiquement on a cette thèse du blockbuster et on cherche que des boîtes qui peuvent retourner qui peuvent être valorisées plus de 300, 400, 500 millions, voire 1 milliard. Et tu vois, tu peux faire une belle boîte qui fait 100 millions, et clairement, une boîte qui fait 100 millions, c'est une boîte incroyable. Mais nous, on la fera pas. Et donc, du coup, vous prenez plutôt des paris sur des types qui arrivent avec des idées qu'avec des business models prouvés, non? Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réflexe de j'ai une idée, je vais aller lever des fonds, je vais essayer de monter une boîte avec ça. Il y a un peu deux écoles. Il y a aussi l'école qui dit qu'il faut être un peu plus lean, gagner des clients dès le départ, chercher la profitabilité, même la petite profitabilité dès le départ et construire comme ça en bootstrapant. Ouais, en fait, il y a... Parce qu'imaginons que moi aujourd'hui, j'ai une idée. Je veux faire une application de développement personnel. Je vais gamifier le développement personnel pour les gens, pour leur apprendre à mieux networker, à mieux dater, etc. Je vais voir un fonds d'investissement et j'essaye de lever du seed ou j'essaie de gagner des users. Alors en fait, c'est une question super intéressante qui a plein de sous-questions. En fait, il y a comment tu fais quelle est la meilleure démarche pour augmenter les chances de lever des fonds auprès de VC. Il y a une question comme ça dans ce que tu dis. Et il y a une autre question qui est qu'est-ce que je dois faire finalement comme document pour préparer la levée de fonds et à quel timing je dois aller voir un fonds. Donc si on essaie de répondre à ces trois points, le point c'est en fait traditionnellement dans l'entrepreneuriat, il y avait des codes qui étaient tu fais un très gros business plan qui fait 300 pages et tu le bosses de tous les côtés et ça ça marchait dans un monde qui n'était pas un monde d'innovation, où les marchés pouvaient s'étudier parce qu'ils étaient existants. Quand tu veux innover et que tu veux changer de règles de marché, faire une étude de marché, c'est plus compliqué puisqu'ils n'existent pas. Et donc tu as eu cette émergence du lean où les gens ont dit finalement fais-le par vachement influencé par Twitter, où l'histoire de Dorsey il était fasciné par les flux logistiques et il voulait faire une appli où tu pouvais voir les flux logistiques et finalement il a fini par faire une sorte de messagerie de SMS online que tu pouvais envoyer à plein de potes qui va devenir Twitter. Et en fait, il a été surpris de l'utilisation de Twitter et en fait, il a dit mais les gars, ça sert à rien de faire une business plan. Parce que regardez, moi je fais Twitter et je savais pas ce que j'allais faire. Faites tout ça quoi. Et donc il y a eu toute une idéologie vraiment en rupture par rapport au business plan de 300 pages qui se sont dit les gars, vous avez juste besoin de faire un deck
et avancer votre truc et de la traction, et ce sera la meilleure façon de faire. Et c'est en partie vrai. Mais en fait, il y a un truc qui se passe, c'est la compétition augmente de plus en plus, les briques technologiques existent de plus en plus, et donc tu t'as des frameworks, t'as des bibliothèques, t'as beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, t'as des systèmes de paiement, t'as l'API économique globalement, qui fait que en fait les tours de fonds sont un peu décalés sur la droite. En fait, il faut considérer une levée de fonds, c'est un peu virtuellement, c'est plus un concours qu'un examen. Et aujourd'hui, en fait, ce serait peut-être très légitime qu'avec ton idée d'application de gaming pour networker, tu viennes voir avant d'avoir fait l'application. Et si clairement tous ceux qui venaient en amorçage étaient à ce niveau, ce serait le moment où il faudrait nous voir. Après, si tout le monde vient te voir en amorçage en disant j'ai déjà 50 000 users, j'ai déjà fait l'application, globalement tu te dis je peux pas investir à une valorisation avec un mec qui a juste une idée. Ou sinon vraiment c'est qu'il y a tellement peu de risques d'exécution parce qu'il a déjà fait une boîte, parce que ce mec est incroyable, il a toutes les compétences et qu'il ira super vite, que là tu fais une sorte de chèque en blanc-seing et t'as une confiance totale. Mais bon, globalement c'est un concours, donc il faut se dire qu'il y a aussi des forces exogènes aux investisseurs qui font que plus t'as de traction, plus t'as d'éléments objectifs pour démontrer que tu peux réussir à faire ton truc, plus c'est facile de lever. Donc ça c'est le premier point d'un point de vue timing. D'un point de vue vision, en fait, il faut avoir une vision de long terme. Tu peux clairement, quand tu vas faire si tu fais un Excel, un spreadsheet avec une projection de revenus, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que ça marchera pas comme ça. Mais par contre, en fait, le fait de te poser, ça te fait poser de bonnes questions, et ça te force à déjà commencer à structurer ta vision sur l'équipe, sur les opérations. Et en fait, et surtout, ça permet à l'investisseur et à toi-même d'analyser toutes tes hypothèses qui font que ton business marche, et de réaliser parfois que les équilibres tels que tu les as imaginés marchent pas. Il faut que tu changes des trucs, et donc dans ta façon de designer et d'exécuter, tu vas changer la façon de faire. En fait, moi, à la base, j'étais vraiment ça sert à rien de faire une stratégie à 10 ans, ça sert à rien de faire un BP de 300 pages. Aujourd'hui, il faut faire un deck de 5 slides. Aujourd'hui, je suis plus entre les deux. Finalement, faut se poser pour prendre le temps et comprendre et se projeter dans l'avenir. Ça, tout en sachant que le monde est devenu complexe, que la prévisibilité elle a diminué, et que tout ça, c'est un exercice qui te permet de te poser des questions, mais qui te donne pas de réponse, et qui te permet à la personne en face, à l'investisseur, de montrer que tu sais te poser des questions et que tu sais structurer ta démarche. Donc ça, c'est sur tout ce qui est les documents. Et finalement, si je réponds à ta troisième question, qui est la meilleure démarche pour lever des fonds, en fait, dans l'absolu, moi, ce que je conseille aux gens, c'est aller voir les fonds le plus tôt possible, avant que vous ayez besoin de lever. En fait, un des plus gros risques en early stage, en gros, si tu veux, virtuellement, pour caricaturer le truc, parce que j'écoutais Marc Andreessen qui disait bootstrap as long as you can. Donc pour lui, il disait n'allez pas voir les fonds tant que vous pouvez bootstrapper, en gros. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un premier point qui est la plupart des marques les plus impressionnantes sont des marques qui sont allées assez lentement au début. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment pris le temps de comprendre leur user, de vraiment travailler avec eux et de créer un sentiment d'appartenance et des relations qui vont vraiment être assez structurantes par la suite. Il y a une sorte d'effet d'hystérèse par rapport au chemin que tu choisis de passer, une sorte de path dependency. Et donc pour ça, déjà, c'est un premier point qui te dit ne saute pas forcément des étapes. Ne va pas forcément chercher une fusée alors que tu sais pas piloter une voiture quand tu connais pas la route, quoi. Quand tu connais pas le sol. Bon, l'exemple marche pas du tout, mais on fera semblant d'y croire. Et donc je pense qu'il y a ce premier point côté Marc Andreessen. Oui, je l'appelle Marc. Quoi. Ouais. Et c'est parce qu'on commande des magnums de champagne. Exactement. Après il y a le fait que plus tu bootstrap, plus tu peux prouver de manière objective que ton opportunité est importante, et plus tu as de pouvoir de négociation important avec le capital, le VC. Et donc tu peux mieux négocier soit tes clauses, soit ta valo. Et moi, ce que je conseille donc pour plonger, je conseille toujours les gens d'aller voir quand ils n'ont pas besoin de lever de fonds, parce déjà parce que tu es décontracté et tu parles vraiment de ta vision et tu parles vraiment de ce que tu veux faire, et tu parles de ta passion et t'es pas en train de stresser en te disant si je lève pas je suis foutu. Donc déjà ça te met dans un état d'esprit qui est parfait pour lever.
Ensuite, parce qu'un un des plus gros risques, c'est un risque d'exécution. Et qu'en fait, plus tu permets à la personne de te faire deux images pour voir ce qui se passe entre deux moments, bah plus le mec comprend comment t'exécutes et plus le mec est rassuré sur ta capacité à exécuter. Donc, allez voir des VC avant de lever, tout en ayant conscience qu'on reçoit 2000 dossiers de gens qui veulent lever. Et à côté de ça, il y a tous ceux qui veulent te voir pour discuter. Et clairement, tu peux malheureusement pas prendre un café avec tout le monde. Donc, tu commences à dire non. Et donc, tu dois continuer à cette malédiction de dire non tout le temps. Ok. Pour finir un peu sur un... Ah, et peut-être dernier point. La meilleure façon d'atteindre un VC, c'est de trouver une intro par quelqu'un en qui il a confiance ou l'interviewer. Et les personnes en qui il aura le plus confiance, qui vont le plus influencer, c'est les entrepreneurs dans lesquels il a investi, c'est des investisseurs qui ont investi dans son fonds, ou c'est des gens avec qui il a travaillé et qui a une grande confiance. Et par contre, une très mauvaise façon de faire, c'est il y a un truc qui est très répandu et qui est très défavorable pour les startupeurs, et je pense que c'est important de le mentionner. C'est quand tu vas voir un investisseur. Bon, déjà, tous les VC se connaissent en France et même en Europe. Quand les gens qui investissent en Europe se connaissent à peu près tous, et donc on se parle beaucoup. Mais surtout, ne vous dites pas, si je vais voir un VC qu'il m'a refusé, ne lui dites pas, est-ce que tu peux me faire des intros avec d'autres VC qui pourraient être intéressés? Parce que moi, si je reçois ou n'importe qui, enfin, si je fais une intro d'une startup à un autre VC et qui dit, est-ce que t'as mis dedans? Non. Il va me dire pourquoi. Je dis pas parce que j'y crois pas trop. C'est pas vraiment l'intro que vous voulez avoir. Ok, merci pour tous les conseils pour les entrepreneurs. Toi, t'as publié un bouquin de marketing il y a 3 ans environ. Ouais, qui s'appelait Internet Marketing 2013. Et qui a été un best-seller Wow. sur Amazon France et Fnac France. Coup de cœur Fnac, coup de cœur Amazon. Ouais. C'était un truc est-ce que c'est un truc que t'as bien aimé faire? C'était génial. Ouais. En fait, avant de monter ce fonds, on a fait une ellipse, et tant mieux. En gros, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle le BG, qui est un club d'affaires sur le numérique, qui fait des études et beaucoup d'événements. Et après, j'ai dirigé France Digital, qui est une association, un lobby qui représente les startups auprès des pouvoirs publics et aussi qui regroupe des startups pour qu'elles échangent des bonnes pratiques entre métiers et entre startups dans l'absolu. Et en quittant France Digital, je voulais créer ma boîte et je voulais faire une activité où une grande partie de cette activité était une maison d'édition, parce que j'adore les livres et j'avais pris un plaisir incroyable à créer ce livre. Et c'est un projet que t'as de faire d'autres bouquins? En fait, je pense qu'on publiera des bouquins chez Daphne. D'accord. Sur le venture capital. Sur des thèmes qui touchent l'innovation et les startups numériques. Donc on pourrait imaginer des collections qui sont des choses assez opérationnelles, et on pourrait imaginer des choses qui sont des choses plus un peu plus macro, un peu plus économiques, ou qui touchent un peu plus l'innovation. Tu nous parlais de Tim Ferriss au début de l'interview. Tu as une routine du matin, un miracle morning? Ouais, mon premier réflexe, c'est lutter de toutes mes forces pour me lever, car je suis vraiment pas un matinal. Bon, le matin, c'est pas hyper patient, mais je médite, je m'étire. Tu médites? Je mange, ouais, je médite. Tu utilises une application Headspace? Ouais, j'utilise Headspace. Ouais. Ah, donc on est avec le chauve Andy. Exactement. Ouais. Le clown. Ok. On va finir. Dernière question. Après ce podcast de 2h30. De 3 heures. Qu'est-ce que tu conseillerais au Willy d'il y a 10 ans, finalement? De 18 ans? Change rien. Non, c'est vrai que je suis content de mes choix, et je pense que une des choses dont je suis le plus content, finalement, c'est Marc Rougier, le fondateur de Scoopit, un jour qui me l'a dit, et peut-être qu'il fallait que je l'entende aussi. J'avais tendance à chercher des rôles modèles à l'époque, et je pense que c'était aussi sous influence des livres américains qui disent trouvez vos mentors. Et clairement, lui était un de mes mentors et un de mes rôles modèles. Et je lui demandais, et je lui posais des questions qui finalement étaient des choix de vie. Et il m'a dit, Willy, je peux essayer de te donner des conseils sur des alternatives pour t'aider à structurer ta réflexion, ou te dire pour moi ce qui a marché. Mais comprends qu'un choix de vie, c'est un choix de vie, et c'est un choix singulier.
Et j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de l'entendre pour comprendre qu'en fait, il faut apprendre à se faire confiance et à vivre la vie telle qu'on la veut, avec son éthique, avec ses esthétiques, avec ses objectifs personnels, et que si on veut ne pas avoir d'objectif à long terme, on n'a pas d'objectif à long terme. Que si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, mais qu'on vit très bien, on n'a pas besoin d'avoir une réponse aux gens. Et si les gens pensent qu'on est des clowns parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions, c'est peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment l'esprit ouvert. Quelle touche positive pour finir ce podcast. Un endroit où tu veux envoyer les auditeurs qui nous écoutent pour peut-être te trouver ou trouver Daphne. Ah bah sur notre Medium, sur Daphne Chronicles, sur Medium, qui est un média extraordinaire. Medium sur lequel tu avais dit que tu n'écrirais jamais. Exactement. Mon premier article sur Medium, c'est pourquoi je n'écrirai pas sur Medium. Et mon second article, je n'ai pas fait de commentaire là-dessus, mais clairement, je montrais que je sais changer d'avis. Merci beaucoup, Willy. Merci Antoine. Bon courage à vous avec Daphne et merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup. À bientôt tous les auditeurs. Salut.